Mais justement, là, vous soulignez le fait que donc, Tintin est reporter, et en fait, moi, ce que je constate en lisant, d'ailleurs que vous l'avez plus ou moins souligné dans l'ouvrage, c'est qu'il reporte rien, quoi. Oui. Il écrit jamais rien, il prend jamais position. On est vraiment d'ailleurs dans l'archétype du parfait reporter, puisqu'il prend jamais position, il est d'une objectivité totale. Bon, même si c'est vrai qu'il a parfois des jugements sur notamment le régime soviétique dans Tintin et les soviets, mais il reporte rien, on le voit jamais. Il est l'objet d'articles de la part de tierces personnes, mais lui-même n'écrit jamais d'articles, et ça c'est surprenant, quoi. Ben, c'est pour ça que j'ai trouvé philosophe d'ailleurs, parce que Socrate c'est celui qui n'a jamais écrit, et Tintin c'est celui qui rapporte pas. Donc c'est un reporter qui est mis en scène, ou en tout cas qui est dans l'illustration en permanence, qui occupe le premier plan, la première place, et qui ne rapporte pas, mais on rapporte toujours sur lui. Et je crois que ce qui est intéressant chez Hergé, c'est pas simplement l'aventure que vit Tintin lui-même, c'est peut-être tout ce qu'il décrit sur son époque et son temps, et qui fait que l'arrière-fond, c'est-à-dire tout ce décor, à lui seul représente un cours de philosophie. Et on voit les dérives de la science possibles, on voit les enjeux peut-être d'une guerre froide, on voit les régimes totalitaires et les dérives que ça peut provoquer, on voit le rapport à la culture quand elle est différente, et comment d'ailleurs quand le savant, à un moment donné, reçoit une balle aidez-moi, de golf. Il prend une balle de golf sur la tête et il dit mais j'ai appris aux indigènes à jouer au golf, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. C'est une manière de dire aussi chacun sa culture, chacun sa façon de vivre et d'être, et par conséquent si je suis d'un pays, d'une nature, d'une culture et d'une façon de vivre, c'est peut-être pas le mode de vie des autres. Donc il y a cette rencontre là qui est intéressante, et à chaque fois on a une sorte d'éducation, et si Tintin avait rapporté, il aurait fait la morale. Et justement, si Tintin a peut-être autant de succès, et s'il était destiné au départ aux enfants, parce que c'est pas pour les adultes, c'est justement parce qu'il pouvait décrire le bien, le mal, les travers possibles de la société, ce dont il fallait peut-être se méfier. Et ce qui est intéressant, parce que c'est quand même sous-jacent, mais c'est tout le temps présent, les jeunes gens aujourd'hui, ou les enfants, rencontrent le brigand, le malfaiteur, le trafiquant de drogue. Ils sont là, ils sont dans la cité, alors ils sont décrits autrement aujourd'hui, hein, bien sûr, ils sont là, ils sont bien présents, mais on montre que c'est pas le bien, sans dire, vous voyez, il ne faut pas les fréquenter. Donc il y a ce rapport-là, en fait, une morale sous-jacente sans vraiment la faire, qui est aussi intéressante, en fait, on va dire, dans tous ces albums. Et pour revenir à votre question aussi, Hergé n'a pas besoin de faire vieillir son personnage, il faut qu'il reste lisse, parce que finalement, il est stoïque. Le seul moment où on va voir qu'il est ému ou qu'il est affecté, c'est quand Chang, le chinois, s'en va, et quand à un moment donné, il croit qu'il est mort, donc il pleure 2 fois. Et on se rend compte que le Tintin qui paraît insensible, à distance de ses affects, eh bien, dans le cadre de l'amitié et dans le cadre finalement de relations plus personnelles avec l'autre, eh bien, c'est celui qui est sensible. Donc ça, c'est aussi intéressant de le trouver plus tard avec cette sensibilité-là. Oui, donc là, mais ça, en fait, en même temps, on arrive sur tout l'aspect un petit peu particulier, cette relation qu'il a entretenue avec cet étudiant chinois qui était en Belgique, et qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs lors du Lotus Bleu, pour notamment toutes les écritures sont l'œuvre de ce chinois. Et donc la relation, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'un album de bande dessinée, la relation un peu, on va dire, tendancieuse entre Hergé et donc ce chinois, quoi. Donc effectivement, je pense qu'il a pas mal projeté aussi cette relation dans cet album, quoi. Ben, disons qu'il avait aussi, auprès de ce chinois, réappris à écrire. Parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il lui a apporté une technique dans le geste et l'écriture de la BD. Et d'ailleurs, on voit à partir du Lotus Bleu de grands changements dans l'écriture même de la BD, et on voit que, Hergé gagne en maturité. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le personnage, il y a quand même 22 albums, il y a une interruption pendant la guerre, donc ça c'est l'œuvre d'une vie en fait, hein. Et je crois que Hergé a dû avoir beaucoup de tensions internes avec ce personnage, parce qu'il a dû être tenté de le faire évoluer, de le faire changer, de lui donner un autre parcours à un moment ou à un autre, et pourtant il s'est tenu à ce personnage. Et ce qui est intéressant, c'est justement le fait qu'à chaque fois, Tintin reste le même, sa notoriété grandit. C'est une façon pour Hergé d'intégrer dans l'œuvre du vraisemblable. Il faut que l'on croie à l'existence de Tintin. D'ailleurs, c'est toute l'équipe de Moulinsart qui avait prévu
d'organiser à un moment donné l'arrivée d'un figurant qui ressemblait parfaitement à Tintin pour que justement on ait l'impression que le personnage existe. Donc il y a une espèce de rapport comme ça, presque d'avatar entre le réel et son double, donc ça c'est intéressant, la projection qu'on peut faire, et en même temps l'idée qu'on ne rapporte rien, mais on vit tout, et on décrit tout, sans qu'il y ait de morale, mais on sait où se situe le bien et le mal, et on s'éveille petit à petit à l'amitié, à l'affection, et à quelque chose de plus humain. Et en même temps, on se rend compte que si au début il y a de grandes aventures, parce que les voyages sont grands et puis ça parcourt beaucoup de pays, eh bien on réalise aussi qu'à un moment donné, il y a le château Moulinsart. Moulinsart, on s'établit, on se sédentarise, et c'est le moment où, en particulier d'ailleurs, Milou parle de moins en moins, et par contre les personnages secondaires prennent de plus en plus d'importance. Capitaine Haddock, effectivement, la Castafiore qui devient... voilà, et puis tous les personnages qui peuplent l'univers Hergé. Justement, à propos de la Castafiore, en fait, c'est le seul personnage vraiment féminin qui s'exprime dans Tintin. Et a priori, c'est pas un cadeau, quoi. C'est non, franchement. Mais et donc cette image un petit peu de la femme qui a souvent été reprochée à Hergé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, en tant que femme et philosophe? Moi, je la trouve belle, la Castafiore. Alors, je surprends du monde, mais en fait, j'ai relu les Hergé, là, parce que je prévois un tome 2, justement, sur les personnages féminins. Et en réalité, il y a 11 personnages féminins. Voilà. Et il y a 2 juments. Alors, je ne sais pas si c'est des personnages féminins, mais il y a 2 juments qui ont des prénoms, justement, de filles, parce que ça pourrait être des chevaux mâles, mais non, ce sont 2 juments. Et donc, elles ont des prénoms qu'on pourrait affecter à des femmes. Donc, c'est assez surprenant. Donc, il faut que je creuse la question. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les personnages chez Hergé, de toute façon, les personnages ne sont pas beaux. On ne peut pas dire qu'il y a une... Les hommes ne sont pas spécialement beaux. On ne leur trouve pas un physique particulier. Quand on regarde Capitaine Haddock, bon, bah, il n'est pas superbe, hein, c'est pas le bellâtre par rapport à certains dessins qu'on peut retrouver. Enfin, tous les personnages ne sont pas forcément beaux. Et les personnages féminins ben, sont à l'image des hommes, j'ai l'impression, pas plus beaux. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a reproché à Hergé d'être misogyne, et moi je ne le crois pas. Je crois surtout qu'il a voulu présenter la femme dans le rôle qu'elle avait dans les années 30. Et dans les années 30, que faisait la femme? Elle était la maîtresse de maison. Donc on retrouve la maîtresse de maison, celle qui est secourable vis-à-vis de son époux, celle qui accueille gentiment, celle qui s'inquiète de sa santé quand justement les savants perdent un peu la raison. Donc c'est vraiment la femme qui est en retrait mais qui est toujours présente et bienveillante surtout. Et dans toutes les BD, on retrouve cette femme bienveillante. À part peut-être la femme d'Alcazar qui est un peu particulière, qui est un peu comme lui d'ailleurs, qui a un mauvais caractère, mais sinon elles sont toutes à peu près, on va dire, sensibles. Le problème de la Castafiore, c'est que c'est pas une femme, c'est une diva. Et la diva, eh bien, elle a un sale caractère, parce que si elle avait un bon caractère, elle ne serait pas diva. Mais dès qu'il faut qu'elle aide, qu'elle porte secours, elle est là, elle répond présent. Donc, elle est capricieuse, c'est la femme qui a besoin d'être vue dans le regard de l'autre différemment, mais elle est quand même celle qui assiste aussi Tintin et Milou. Donc, je trouve que les procès... je trouve qu'Hergé, on a peut-être trop voulu jeter sur lui des choses qui relèvent d'une autre époque. Et c'est intéressant de voir que, comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et bien voilà, dans les œuvres d'Hergé, on comprend que la femme, eh bien, elle devait être l'ombre de son mari, l'ombre bienveillante, celle qui réconfortait, qui épaulait, mais qui ne devait pas avoir le premier rôle, quoi, pas le premier plan.